c'est de donner, tel que la procédure l'indique, le rapport au président de la République qui décide, et vous savez, si vous avez remarqué, pour ce qui est de la RMP, le rapport est public. Pour l'inspection générale, peut-être que ça le deviendra. Donc il s'agit... Pourquoi le président de la République devrait-il continuer à décider du sort de ces rapports-là, de ces dossiers? Mais parce que dans une république, vous travaillez sur la base de la loi, et la loi, c'est ce qu'elle dit. Pourquoi voulez-vous que le président de la République fasse autre chose que ce que dit la loi? Pourquoi? Alors, on en revient. La traque des biens mal acquis. Les Sénégalais ont l'impression que c'est au point mort. Qu'est-ce que vous répondez? C'est vous qui avez l'impression que c'est au point mort. Ce n'est pas les Sénégalais. Parce que vous n'avez pas fait d'investigation pour pouvoir nous le dire. Et si vous avez suivi sur la dernière période, il y a eu une continuité dans cette affaire. Mais la justice... Ce sont les mêmes personnes qui sont ciblées. Mais elles ne sont pas ciblées, elles sont condamnées. Il s'agit d'exécuter une peine de prison. Et vous dites qu'elles sont ciblées. Elles ne sont pas ciblées, elles ont été condamnées par la justice. Et quand la justice vous condamne, elle vous met en prison. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil avec l'incarcération de Bibo Bourgi et de Aline Samba Diassé. Ils ont déjà été condamnés. Mais il faut qu'ils aillent en prison si ils sont condamnés. Oui, à moins qu'il y ait une autre disposition par le juge d'application des peines. Ça, ce n'est pas l'objet du débat. Ça, on n'en discute pas. Ils ont été condamnés. Il faut bien qu'ils aillent purger leur peine. Mais depuis la condamnation de la bande à Karim Wade, quels sont les dossiers qui ont été instruits? Moi, je vais vous demander, je vais vous poser une question. Est-ce que vous êtes dans le secret du bureau du juge d'instruction ou de la commission d'instruction? Est-ce que vous savez l'agenda qu'ils ont? Ils semblent être au chômage actuellement. Mais moi, je ne raisonne pas dans l'espace public en termes de « il me semblerait », je pense. Si je n'ai pas fait d'investigation, je ne me prononce pas sur une question. Je suis journaliste, vous vous doutez bien que s'il y a des dossiers qui étaient instruits, on en aurait pris connaissance. Mais avez-vous fait les investigations? Il n'y a pas de nouvelles instructions, ni de nouvelles convocations. La traque est au point mort. J'ai envie de vous poser la question. Avez-vous fait les investigations pour être édifié sur ce point et en fait d'édifier l'opinion? Mais bien sûr. Quel est votre résultat? Il n'y a pas d'instruction en cours. Les Sénégalais trancheront. Le temps de la justice n'est pas le temps du journaliste. Ça, encore moins celui du citoyen. Ça, je vous le concède. Mais jusqu'à présent, on n'est pas informé de nouvelles instructions ou de nouvelles convocations. Alors, sur l'histoire du recouvrement des biens illicitement acquis. Non, avant d'en arriver à l'histoire du recouvrement des biens, sur la traque d'abord, est-ce que vous avez tourné la page de la traque? On n'a pas tourné la page parce qu'il ne s'agit pas de traque, il s'agit d'un travail de reddition des comptes. Reddition des comptes pour toutes les personnes qui ont eu des responsabilités à ce titre de gestion d'une partie des deniers publics. L'objectif qui est visé, ce n'est pas de casser le Sénégal. L'objectif visé, c'est encore moins de fragiliser des adversaires politiques. Mais sur la centaine de gestionnaires sous le régime de Wade, vous en choisissez une dizaine. Laissez-moi terminer, Maïmouna. Vous êtes gentil, merci. On ne choisit pas. Il s'agit tout simplement d'avoir des éléments pour amorcer une procédure judiciaire. Et dans le cadre des dispositions légales qui régissent la matière. Et en l'espèce, il s'agit de la loi sur l'enrichissement illicite. La perspective, c'est quoi? C'est d'amener, du point de vue du comportement et des valeurs, les Sénégalais qui ont des responsabilités à se conformer à ce qui est éthique et à ce que prescrit la loi, puisque quand vous avez la responsabilité de gérer des deniers publics, il faut le faire en toute transparence et de façon régulière. Deuxième élément qui nous intéresse dans cette démarche, c'est une fois que les délits ou les crimes, le délit c'est un délit, le délit d'enrichissement illicite avéré, parce que c'est la justice qui a fait l'instruction, de travailler à recouvrer cet argent du Sénégal illicitement dissipé. Qu'avez-vous fait de la liste des 25 du fameux procureur Alioune Ndao? Qu'est-ce que vous pensez du ralliement de Ousmane Ngom qui faisait partie de cette liste des 25 et à qui le président de la République a lancé ouvertement un appel à la collaboration? Mais Ousmane Ngom est un citoyen, il n'a pas décidé de venir à l'Alliance pour la République. Il fait partie de la liste des 25. Vous me le dites, je suis d'accord avec vous. Mais il sera traité tel que le procureur l'a indiqué. Il faut être clair sur une chose, on ne peut pas porter
ce chantier de la vertu et dire que l'Alliance pour la République est un asile pour hommes ou femmes ayant maille à partir avec la justice. Ce n'est pas notre vocation, ce n'est pas notre perspective. Et nous sommes dans une république et dans un état de droit. Ce qui veut dire quoi? Quand on est en république et en état de droit, seule la justice peut dire Seydou Gueye est coupable, Maïmouna Ndour Faye n'est pas coupable. Pourquoi n'attendez-vous pas qu'il soit déchargé de tous les soupçons qui pèsent sur lui? Et ça, c'est l'affaire de la justice. Vous l'avez dit tout à l'heure. Le temps du politique, le temps du citoyen, le temps du journaliste ne sont pas le temps de la justice. Cela vous gêne-t-il quand on vous présente comme des gens faisant l'apologie de la transhumance, vous qui prônez une république vertueuse, vous qui prônez une gestion sobre? Personne ne fait l'apologie de la transhumance. Personne. Vous en avez recueilli d'anciens libéraux. Vous en avez beaucoup recueilli même. Mais les Sénégalais ont la liberté d'aller dans un parti politique, comme ils ont la liberté d'en quitter un autre ou d'en créer. Maintenant, pour moi, la question de la transhumance, avec cette barrière morale qui s'impose, parce que c'est ça que les Sénégalais pensent, et c'est juste, je suis d'accord avec beaucoup de Sénégalais qui le pensent, il ne saurait être question d'avoir cette mobilité pour venir principalement, exclusivement et uniquement pour accéder aux ressources publiques. Ça, ce n'est pas la vocation de l'Alliance pour la République et ce n'est pas l'orientation du président Macky Sall. Par contre, un président de la République a comme préoccupation de rassembler le pays. Ce qui vaut pour un président de la République, qui est porteur de projets aussi importants, qui transforment notre société, de projets de réforme, c'est d'avoir une base sociale la plus large possible pour pouvoir porter justement ce réforme. Et on vient d'en vivre l'expérience. Vous êtes en train de... On vient d'en vivre l'expérience avec le référendum. Vous êtes en train de varier dans vos positions politiques. Une certaine opinion vous a logé dans le camp des radicaux, des faucons, de ceux qui ne voulaient pas d'une quelconque accointance avec le Parti démocratique sénégalais. Est-ce que vous êtes... Moi, j'ai jamais pensé cela. Est-ce que vous êtes en train de changer de position? Attendez, Maïmouna, je n'ai jamais eu ce rapport avec le Parti démocratique sénégalais. À chaque fois qu'on a parlé de dialogue politique, de retrouvailles de la famille libérale, en tant que porte-parole du parti présidentiel, vous avez ramé à contre-courant. Mais parce que moi, je ne suis pas un libéral. En disant que vous avez été élu pour gouverner, le pouvoir gouverne, l'opposition s'oppose. Vous n'êtes pas en manque de ressources humaines. Comme pour dire poliment, nous n'avons pas besoin de libéraux. Quand je veux dire que je n'ai pas besoin des libéraux, je dis que je n'ai pas besoin des libéraux. Mais le principe politique fondateur d'une démocratie, c'est d'avoir une majorité qui gouverne et une opposition qui fait son job. Mais la démocratie par elle-même, c'est du dialogue, puisque la démocratie, ce n'est pas le conflit, c'est le consensus justement, puisque les sociétés ne progressent que par l'équilibre. Et donc le dialogue est consubstantiel à la démocratie. Si vous n'êtes pas dans le dialogue, vous n'êtes pas en politique. Vous êtes dans des positions subjectives, vindicatives, haineuses. Il y a un dialogue. Mais le dialogue, c'est quoi? Ce n'est pas dire je vais dialoguer tout simplement. On dialogue sur des questions qui sont d'intérêt majeur pour le pays. On ne négocie pas des positions pour accéder au pouvoir. C'est pas ça le dialogue. Vous avez eu à l'occasion du référendum du 20 mars l'occasion de prendre la température politique électorale du pays. Et cela vous a-t-il convaincu qu'il fallait vous renforcer, qu'il fallait vous faire renforcer par les libéraux, qu'il fallait peut-être préparer la dislocation du bloc de la majorité? Mais le bloc de la majorité est sorti renforcé justement de ce référendum. Si vous voulez une leçon politique à tirer de ça, je dirais tout simplement, Benno Bokk Yakaar s'est consolidé à travers ce référendum. Cela dépend de ce qui reste de Benno Bokk Yakaar. Ousmane Tanor Dieng et Moustapha Niasse, ce n'étaient pas les seuls membres de Benno Bokk Yakaar. Vous en avez perdu des hommes en chemin. Qui a manqué à l'appel à ce référendum? Qui a manqué à l'appel? Je vous retourne la question. De façon claire et sans équivoque. On n'a pas entendu la voix d'Abdoulaye Baldé.
le PIT... Abdoulaye Baldé n'est pas de Benno, il n'a jamais été de Benno. Le PIT, je parle du bloc de la majorité. Abdoulaye Baldé n'a pas fait partie de la majorité. Le PIT, Abdoulaye Bathily, pardon. Abdoulaye Bathily, pardon, le PIT ne s'est pas fait clairement entendre. Vous êtes en train de... La LD a tenu un double langage. Non, la LD a été très claire. Pour, une autre est contre. Non, Maïmouna, on ne revient Imam pas. Baïna, Boss Douniak, Mamadou Lamine Diallo, Cheikh Tidiane Gadio, Abdou Mbaye, qui n'était pas membre politiquement parlant, mais qui a collaboré avec vous. Ils vous ont tous lâché. Électoralement, ça fait quoi? Ça fait quoi? Si vous repartez sur l'équation... Électoralement, ça fait 38% si vous repartez, pour l'opposition. Attendez. L'opposition ne peut pas se prévaloir du taux d'abstention. Ça, c'est clair. Parce qu'ils n'avaient pas appelé au boycott. Ils avaient appelé à voter. Ils ont été entendus par ceux qui ont voté non. Vous sous-estimez 38% de Sénégalais qui se prononcent en faveur de l'opposition. Je vous dis, Maïmouna, attendez. Je vous dis, si vous partez d'une comptabilité qui tient compte des 65% qui ont porté le président Macky Sall au pouvoir, vous faites la différence entre les 62 et quelques, presque 63, donc il n'y a que 2 points qui manquent. Est-ce que ces 2 points, c'est ceux qui sont partis qui nous ont amenés? Est-ce que c'est ça le problème? Non, ce que je veux dire de façon structurante et claire, c'est que nous sommes sortis, consolidés et renforcés ce référendum, pendant que l'opposition est sortie, sinistrée et en état d'extrême urgence. C'est ça la réalité et la leçon que je voudrais moi tirer de cette élection. Sinistré avec un Idrissa Seck qui reprend du poil de la bête, qui semble revigoré par cette consultation. Le PDS et la société civile qui se retrouvent, ce qui était inimaginable il y a de cela 4 ans. Sinistré avec Abdou Mbaye qui, même s'il ne pèse pas, compte quand même, qui vous tourne le dos et qui vous critique ouvertement. Une opposition sinistrée avec le camp de Y'en a marre et une certaine société civile qui se rallie aux partis politiques. Alors, je vais vous dire, Maïmouna, si Idrissa vous séduit, moi c'est pas le cas, puisque pour moi il est sorti de la tête des Sénégalais et du cœur des électeurs. Je ne suis pas séduite par Idrissa Seck. Je ne suis pas séduite par Idrissa Seck. Non, c'est que je vous trouve, vous êtes la seule à en faire un truc comme ça. Et j'estime qu'il est complètement sorti de la tête et du cœur des Sénégalais. Parce que regardez, quand pourtant, vous aviez... il maintient son bastion de Thiès. Mais pas le département. Alors que son score était nationalement, du point de vue national, était important. Et d'élection en élection, ça rapetisse comme peau de chagrin. Et aujourd'hui, être incapable, en tant que présidentiable potentiel, d'avoir de l'autorité électorale et politique sur son département, ça pose question. Après avoir été celui qui est arrivé 2e en 2007, 5e ou 4e en 2016. Ça me semble important. Deuxième élément, quand vous parlez de la société civile, justement, il faut qu'on clarifie les choses. La société civile ne peut pas être engagée dans des positions partisanes. La société civile a une fonction de régulation de la démocratie, une fonction d'accompagnement des citoyens pour renforcer leur autonomie. Mais quand vous êtes dans ce mélange de genres, où la société civile tend à être une société politique, les Sénégalais ont raison de ne pas faire confiance à l'opposition. La société civile vous a lâché, alors que depuis le début de votre magistère, elle s'est souvent montrée conciliante, compréhensive. La société civile, elle est là, elle s'est engagée, elle avait un enjeu. Ils ont donné à cette élection une lecture en deçà du texte et au-delà du texte, puisque le texte était 15 propositions. Ils sont restés bloqués sur des questions, en prenant le risque d'ailleurs, et ça c'est ce que je reproche un peu au camp du non, avoir pris le risque de tenter de fragiliser notre vivre ensemble, parce qu'inscrivant dans l'agenda de notre discussion des questions inopportunes, à la limite inacceptables, absolument rien dans le projet ne pouvait faire référence à l'homosexualité. Et nous n'avons pas besoin d'un débat sur l'homosexualité dans notre société, puisque sur cette question, le président de la République a été on ne peut plus clair. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quelle est, leur position sur l'homosexualité. Je ne l'ai jamais entendu. Sur la laïcité, ils ont créé le brouillard. Parce qu'en vérité, cette stratégie qui a fait la promotion du mensonge a été inutile et incertaine. Vous voulez dire que l'opposition s'est montrée conciliante concernant la question de l'homosexualité?
Non, tout au contraire, ils en ont fait un cheval de bataille. Et malheureusement, ils n'ont pas été entendus. Vous parlez de leur position? De leur position, moi je ne sais pas. Je sais que le président Macky Sall, je sais que le président Macky Sall, sur cette question, a été très clair. Est-ce que cela cacherait une connivence pour vous? Je ne sais pas. Quand vous dites qu'ils ne se sont pas exprimés, qu'ils ne se sont pas positionnés sur la question de l'homosexualité, les soupçonneriez-vous d'être de connivence avec les loges homosexuelles? Je ne soupçonne personne. Et je ne suis pas dans un jeu de ping-pong. J'estime que cette question n'a pas sa place dans notre agenda et dans notre débat national. Nous passons suffisamment de temps, nous développons suffisamment d'énergie pour préserver les valeurs qui structurent notre vivre ensemble. Nous sommes des musulmans à dominante ou des chrétiens pratiquants, convaincus des valeurs qui fondent notre vivre ensemble et notre société, et je ne prendrai pas le risque et je n'accepterai pas qu'un Sénégalais prenne le risque de déchirer notre vivre ensemble en faisant intervenir dans notre agenda et dans notre débat des questions qui sont inopportunes, incertaines et qui mettent mal à l'aise. Vous parlez d'un bloc présidentiel homogène avec un parti socialiste qui s'est cassé en deux, Khalifa Sall et Aïssata Tall Sall qui se retrouvent d'un côté et de l'autre côté Tanor Dieng et les caciques du parti. Une hirondelle ne fait pas le printemps. Khalifa Sall est une hirondelle, l'hirondelle qui vous a battu à Dakar? Qu'on a rebattu. C'est pas cette question. Nous, on ne parle pas en termes de personnalité. Le Parti socialiste, c'est l'institution qui est dans le cadre de Benno Bokk Yakaar. Qu'il y ait maintenant des positions différenciées à l'intérieur d'un parti, ce ne sont pas nos oignons. Nous gérons notre plateforme dans une perspective de pluralité. Nous n'aspirons pas et nous ne cherchons pas à avoir un monolithisme à l'intérieur de notre coalition. Dans ce cadre-là, nous avons besoin d'argumentation et de points de vue pluriels pour construire les consensus, puisque c'est comme ça que les consensus se construisent. Et ce référendum a été l'illustration d'un consensus constitutionnel fort qui permet aujourd'hui à notre pays de progresser dans la modernité, puisqu'on a une constitution aujourd'hui qui est impersonnelle, une constitution qui est intemporelle et qui règle définitivement les questions qui ont retardé un tout petit peu notre progression, la question du mandat, aujourd'hui verrouillé, sécurisé, ramené à 5 ans et de façon intangible, ne serait-ce que ce point, ça justifiait de voter oui au référendum. Une hirondelle qui contrôle la capitale sénégalaise avec un budget de plus de 44 milliards, une hirondelle dont les hommes contrôlent près de 17 des 19 communes d'arrondissement de Dakar, une hirondelle qui a des ambitions politiques et qui vous empêche parfois de dormir. Non, absolument pas. Il m'arrive même d'avoir des pannes d'oreiller. Moi, ça ne m'empêche pas de dormir. Je dors confortablement après avoir eu le sentiment du travail bien accompli. Non, les hommes, c'est qui Khalifa Sall ne vous empêche pas de dormir? Non, absolument pas. Khalifa Sall n'est-il pas un frein à vos ambitions en 2019? Je ne vois pas comment. Quand vous ne conduisez pas le véhicule, je ne vois pas comment vous pouvez freiner. C'est-à-dire, soyez plus clair. Mais écoutez, 2019, nous ne sommes pas encore dans ça. Aujourd'hui, la préoccupation du président Macky Sall et notre préoccupation, c'est d'amener les Sénégalais à bien et mieux vivre en mettant en œuvre les projets qui sont contenus dans le plan Sénégal émergent. Nous sommes entrés dans une autre séquence, celle où nous passons à une autre génération de projets. Vous entendez de plus en plus parler du train express régional. Vous entendez de plus en plus parler de structures qui ont un effet consolidant de notre développement parce que répondant à cet objectif de transformation structurelle de notre économie. 2016, qu'est-ce que nous préparons? Nous préparons le passage à une modification dans l'ordonnancement budgétaire. Nous préparons le passage à la loi organique sur les lois de finances, qui change même la nature du budget. Des budgets de moyens, nous allons passer au budget programme pour être encore plus efficace. Nous voulons consolider cette orientation nouvelle, où notre budget national passe à plus de 3 000 milliards, et où, justement, le programme d'investissement prioritaire est bien structuré, et le programme d'investissement public nous permet de mobiliser plus de 1 000 milliards pour la première fois. Alors vous et parlez, le faisant pratiquement vous parlez sur la base de budget, vous parlez de budget important. et de recouvrement fiscal. J'en profite pour embrayer sur l'affaire Panama Papers, du nom de ce scandale qui implique des centaines de personnalités politiques, publiques, privées de par le monde, dont
des citoyens, dont des citoyens sénégalais, l'affaire Panama Papers est-elle une aubaine pour vous, Seydou Gueye, pour le gouvernement qui a conduit la traque des biens mal acquis? Est-ce qu'elle vient administrer la preuve de la culpabilité de certaines personnes? La culpabilité des personnes qui ont été visées par l'affaire, le jugement sur l'enrichissement illicite a été apportée par les instances sénégalaises. On n'a pas attendu ça pour établir leur culpabilité. Mais au point de la perception que l'opinion a fini par avoir de ce processus. Ce que ça vient confirmer, c'est la complexité des mécanismes qui sont mis en œuvre quand on veut justement échapper à la fiscalité. Il faut que les Sénégalais comprennent très bien que c'est une affaire internationale qui part d'un principe. D'abord, les sociétés offshore, elles ne sont pas illégales. Ça, il faut que les gens s'accordent là-dessus. La deuxième chose aussi, dans la gestion d'une organisation, on a cette perspective qui est légale de chercher l'optimisation fiscale. Et quand on cherche l'optimisation fiscale, on fait de l'inversion fiscale. C'est-à-dire, on essaie de se faire assujettir dans un pays où la fiscalité est plus douce, plus favorable. Merci. Mais de cette inversion fiscale, on arrive à de l'évasion fiscale. Donc la question qui se pose fondamentalement, c'est quoi? C'est avoir un accord au niveau mondial, ensuite un accord au niveau mondial pour structurer une politique en matière de fiscal pour éviter, un, le nomadisme fiscal, deux, pour restreindre le potentiel et les possibilités justement d'être dans des logiques offshore. Puisque ces logiques offshore, si au départ elles confèrent des avantages et des possibilités fiscales, il n'en reste pas moins que c'est des opportunités pour le blanchiment de l'argent, pour le trafic et pour l'évasion fiscale. Et quand dans un pays comme le Sénégal, il nous arrive de perdre autant d'argent, c'est autant de ressources que nous ne pouvons pas mobiliser. Justement, au service du développement. le gouvernement du Sénégal a plus de 600 milliards de moins-value fiscale. Aujourd'hui, des citoyens sénégalais sont impliqués dans ce scandale-là. Est-ce que la justice sénégalaise va s'autosaisir? Est-ce que le gouvernement du Sénégal va demander des comptes à ces citoyens sénégalais qui ont peut-être produit la richesse ici et qui se permettent de migrer vers des niches fiscales beaucoup plus favorables? Je vais donner ma langue au chat puisque je ne suis pas fiscaliste, je ne suis pas juge. Mais ce qui me semble cohérent, c'est de laisser le temps à notre administration fiscale de voir quelles sont les procédures par lesquelles elle peut régler le problème du redressement fiscal, si c'est ça la démarche, ou quelles sont les amendes à mettre en place, ou quels sont les mécanismes. En France, les services compétents se sont autosaisis. Voilà. Ils n'ont pas attendu l'aval du gouvernement pour le faire. Alors, la justice française s'est autosaisie. Mais la justice française n'est pas la justice française n'est pas la justice sénégalaise. Nous avons une administration qui a ses compétences et qui a des ressources capables d'analyser et de comprendre les enjeux liés à cette situation. Première chose, ils feront le travail qu'ils doivent faire, je le crois, parce qu'ils vont voir si ces personnes identifiées après investigation devront faire l'objet de redressement. Je ne sais pas les procédures, en tout cas au niveau de la fiscalité. Et quand il sera avéré qu'il y a un délit, je pense que la justice a les moyens, parce que sur des questions, elle peut s'autosaisir. Donc, concernant le cas Pape Mamadou Pouye, qui a été condamné dans le cadre de la traque des biens mal acquis, est-ce que l'État du Sénégal va exiger le recouvrement de l'argent planqué? Mais l'État du Sénégal, bien avant cette aubaine, comme vous le dites, du cabinet Fonseca, a mis en place les mécanismes pour rattraper l'argent. Comme on le dit en droit, ce sont des actions en répétition. Alors on est en train de rattraper l'argent, donc il y a de l'argent qui a été rapatrié. Et chaque fois qu'il y aura une indication sur une niche ou une cachette, puisque c'est tout le système qui est en train d'être mis à nu, puisqu'il y a eu à un moment du procès, je crois, des orientations qui indiquaient justement ces paradis fiscaux. Mais par le jeu de nuages de fumée, par le jeu de la cascade et de la cavalerie, il vous est parfois difficile de lier un patrimoine à une personnalité. Mais aujourd'hui,
avec le dispositif des leaks, c'est-à-dire ces bases de données qui, à la manière d'un virus, peuvent être servies au monde. Je crois qu'il y a une nouvelle attitude et qui est profitable à l'épanouissement d'une citoyenneté parce qu'elle va renforcer le potentiel informationnel pour le citoyen. Mais en même temps, il faut de la régulation. Certains hommes politiques ont vite fait de faire un link entre Pape Mamadou Pouye, l'argent supposé appartenir à Pape Mamadou Pouye et Karim Wade. Est-ce que vous allez vous autoriser le même raccourci? Non. Pourquoi? Parce que j'estime qu'au titre du procès, l'un et l'autre ont comparu dans des incriminations ou des motifs de mise en examen ou à titre d'accusé ou d'inculpé ou de complice. Donc, la justice a fait son travail. Ils sont comparus au titre de complice. La justice a fait son travail en faisant ses investigations, d'abord par le rapport de mise en demeure, ensuite par une procédure à l'intérieur au cours du procès qui a permis de faire les interrogatoires et les contre-interrogatoires. Chacun d'entre nous se souvient de la nature de l'argumentation qui a été servie par les uns et les autres. Et au final, la justice qui est souveraine en la matière a condamné sur la base des dispositions légales. Et il appartient à la justice d'établir les liens au regard de ces éléments. Mais ce qui importe, c'est que pour l'opinion globalement, et l'opinion a raison de le penser, ce qui semblait caché est en train de se révéler au grand jour. Et c'est cela votre conviction? Je ne suis pas là pour parler de mes convictions. J'interpelle le porte-parole de l'Alliance pour la République. Pensez-vous qu'il y a des connexions entre Pape Mamadou Pouye et Karim Wade concernant l'affaire Panama Papers? Je crois que dans ces histoires de blanchiment d'argent ou de cavalerie, c'est une chaîne de complicité où, à la limite, quand vous ne connaissez pas très bien les choses, il est plus recommandé de ne pas prendre position. Et sur cette affaire, j'estime qu'il y a suffisamment d'indices pour peut-être dire qu'il y a des complicités potentielles. Mais je ne suis pas la justice et je ne suis pas un expert de l'investigation. Et si les connexions étaient avérées, qu'est-ce que cela voudrait dire politiquement pour Karim Wade, qui est un potentiel adversaire politique? En vertu de quoi il est adversaire politique? Parce qu'il est déclaré candidat du Parti démocratique candidat du Parti démocratique sénégalais. Moi, il va recouvrer la liberté en 2019. Attendez, Maïmouna. Et que je sache, il n'est pas privé de ses droits civiques. C'est pas parce que je m'amuse à faire des interviews avec ma petite fille que forcément je suis un animateur d'émissions de télévision. Moi, un adversaire politique, je le respecte au regard de ses faits d'armes. Je le respecte au regard de son potentiel politique, mais je n'ai pas peur d'un adversaire politique du fait de sa descendance ou de son ascendance. Je n'ai pas peur d'un adversaire politique du fait de son nom. Je n'ai pas peur d'un adversaire politique parce que tout le monde voudrait qu'il soit un épouvantail pour un président de la République très bien élu, qui a été élu, qui est un homme politique avéré, qui a fait du terrain, qui sait faire du terrain, qui aime le terrain et qui gouverne le pays à partir de ce qu'il a tiré comme leçon du terrain. Donc on pense que vous avez fini par en faire un être sympathique et attrayant. Je pense que Karim Wade, dans la vie privée, doit être un être très sympathique. Sympathique politiquement, attrayant politiquement. Vous l'avez investi d'abord comme candidat. Non, c'est le Parti démocratique sénégalais qui en a fait son Avant candidat. qu'il n'ait été investi par son parti. C'est le parti. De par la conduite de la traque des biens mal acquis, vous en avez fait un homme politique légitime. Est-ce que vous êtes fier de faire cette relation? En passant par le spectre de la victimisation. Passer de la justice à la politique, c'est en deçà de ce que nous devons Abdoulaye faire. Wade est passé de la justice à la politique. Abdoulaye Wade a maintes fois été condamné. Abdoulaye Wade a eu un parcours politique prestigieux. Abdoulaye Wade a aidé le pays, le Sénégal, à accélérer sa marche vers la démocratie. Ça, c'est une contribution forte. C'est la première fois que vous lâchez ce genre d'aveu. Non, c'est pas un aveu, c'est une réalité. Abdoulaye Wade a vécu une opposition pendant 26 ans.
Et il est l'auteur de la première alternance dans notre pays. Ce serait être de mauvaise foi que de ne pas le dire. Abdoulaye Wade a servi la démocratie sénégalaise beaucoup plus quand il était dans l'opposition, mais très peu quand il était au pouvoir. Ce qui est tout le contraire de Karim Wade, vous voulez dire? Non, je ne compare pas. Puisque Wade et Karim ne sont pas comparables, ils ne sont pas de la même génération, l'un est le père, l'autre est le fils, et on ne compare pas deux catégories de cette différence. Ce n'est pas possible. Je ne fais pas de comparaison. Ce que je reconnais, c'est que le président Abdoulaye Wade a beaucoup contribué à consolider et à faire avancer la démocratie. Il l'a fait brillamment quand il était dans l'opposition et très peu quand il était au pouvoir. Parce que quand il était au pouvoir, par des ambitions, par sa démarche, ses objectifs, il a procédé à un tripatouillage constitutionnel insupportable. Ce qui nous a amenés au 23 juin. Est-ce que c'est de changer de position que de dire que ce que j'ai toujours dit? Abdoulaye Wade a été utile à la démocratie quand il était dans l'opposition. C'est ma conviction. Karim Wade, je vous dis, je ne le connais pas. Et j'estime que dans la vie privée, il doit être un monsieur avenant, sympathique. Mais je ne le connais pas. Politiquement, ce n'est pas quelqu'un que vous calculez? Politiquement, je ne l'ai pas rencontré sur le terrain du combat politique. Moi, je ne confonds pas une position administrative et une réalité politique. Je ne l'ai jamais rencontré sur le terrain politique. J'ai rencontré des hommes du PDS sur le terrain politique. Mais je n'ai pas encore eu l'honneur de rencontrer M. Karim Wade sur le terrain politique. Est-ce que c'est l'existence d'une base qui confère la légitimité en politique? Non. Est-ce que c'est forcément l'existence d'une base qui confère la légitimité en politique? Non, la légitimité en politique, elle est conférée par la confiance que les citoyens vous donnent quand vous venez vous mesurer. Maintenant, du point de vue de la théorie politique générale... Vous êtes politiquement légitime et pourtant, les Sénégalais n'ont jamais décidé de vous faire confiance pour quoi que ce soit, pour quelque poste politique que ce soit, ni pour un poste de député, ni pour un poste de maire, et pourtant, vous êtes un homme politique légitime. Non, attendez, cher ami. De par votre la légitimité politique, on peut l'acquérir par un ancrage social, parce qu'on est utile à sa communauté, à son groupe, à sa commune. On a des acteurs politiques qui ont émergé comme ça. On peut l'acquérir par l'expertise et la capacité technique. N'est-ce pas? Et je pense qu'on pourrait ranger M. Wade dans cette catégorie. On lui prête une très grande compétence. Il y a des gens qui accèdent à la légitimité politique parce qu'ils ont des moyens qu'ils mettent au service du collectif. Mais la véritable légitimité politique en démocratie, c'est quand vous êtes consacré par le suffrage des populations. Et aujourd'hui, moi, je ne suis bénéficiaire que d'un décret de nomination. Politiquement, j'ai une qualité révocable à tout moment. À tout moment. Donc, politiquement, je suis un homme politique reconnu, mais fondamentalement, tant que je n'aurai pas eu un mandat au nom duquel je peux parler, je ne peux pas parler au nom des populations de la Médina. Alors, nous allons terminer par l'affaire des prisonniers de Guantanamo. Deux prisonniers libyens que le Sénégal a accepté de recevoir. Seydou Gueye, de quoi on vous accuse de compromettre la sécurité nationale? Je peux bien comprendre cette appréhension au regard de la nature des personnes en question. Mais je voudrais faire remarquer qu'il s'agit de deux Africains. Dangereux. Deux Africains, moi je ne fais pas de caractérisation. Deux Africains que le Sénégal a pris la responsabilité d'amener ici dans notre pays au titre de l'asile humanitaire. Après avoir pris toutes les dispositions, puisque le ministre des Affaires étrangères est suffisamment revenu sur le sujet pour indiquer toute la procédure qui a été mise en œuvre au titre de la sélection, les entretiens que notre ambassadeur a eus, le travail qui s'est déroulé sur une longue période, et il s'est agi de deux personnes dont l'un connaît très bien le Sénégal. Ils sont en âge, assez âgés plutôt, et l'un d'entre eux est une personne handicapée. Je ne le dis pas pour rassurer les Sénégalais, puisque l'État a pris toutes les garanties et toutes les assurances pour pouvoir faire le choix sur ces personnes. Et elles ne sont pas imposées au Sénégal, c'est le Sénégal qui a choisi de fermer la prison de Guantanamo. Beaucoup de pays, le Ghana,
d'appuyer la prise en charge de ces deux Africains qui vivront dans notre pays. Ils n'ont pas pris... Parce que pendant 14 ans... pris en charge par le gouvernement américain. Par le gouvernement américain. Pendant 14 années, ces deux Africains ont été enfermés dans des conditions que tout le monde a dénoncées, puisque en deçà de ce qui est exigible en matière de respect des droits de l'homme, sans charge, ils ne sont inculpés de rien. Voilà la réalité. La situation avec la République sœur de la Gambie qui a porté plainte devant les instances de la CEDEAO contre le gouvernement du Sénégal. Après avoir avalé plusieurs couleuvres, le Sénégal a-t-il décidé d'en découdre enfin avec le voisin encombrant? Non, le Sénégal reste ferme sur son principe de diplomatie de bon voisinage. Mais le Sénégal est un État souverain, la Gambie est un État souverain. Elle a pris la responsabilité de déposer une plainte, nous attendons. En tout cas, il était convenu entre le Sénégal et la Gambie une rencontre entre le 31 mars et 1er avril. Finalement, après analyse ou après décision de la Gambie, cette rencontre n'a pas eu lieu. La Gambie a saisi la CEDEAO, qui n'est pas une instance habilitée à trancher. On vous impute la responsabilité de l'échec de cette rencontre. Les officiels sénégalais ont décidé de faire faux bond. Non, c'est pas ça. Pour ce que j'en sais, c'est la Gambie qui a, par une procédure diplomatique, informé le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur de l'impossibilité pratique de tenir cette rencontre entre le 31 mars et le 1er. Ils avaient projeté une rencontre après le 4 avril. Et dans le même moment, il y a eu une plainte. Donc le Sénégal reste ferme sur la défense des intérêts des Sénégalais. Le Sénégal reste ferme sur son principe de diplomatie de bon voisinage, de diplomatie de paix. Mais le Sénégal est un pays qui doit se faire... Vous avez choisi la méthode du pourrissement? Non. On a choisi la méthode qui est la plus adaptée à la situation. C'est-à-dire? C'est-à-dire rester sur les principes. Faire face? Bien sûr. Le Sénégal a fait face et fait toujours face. Et il fera davantage face chaque fois qu'il est question des intérêts vitaux de la communauté. On peut compter de nombreuses charges, des charges parfois très violentes, administrées par le voisin gambien. Par moment, n'avez-vous pas fait preuve de faiblesse coupable? Non. Le Sénégal est un pays respectable et très respecté par-delà le monde. Mais je ne me permettrai pas de donner une appréciation sur le comportement d'un président de la République. Je n'en ai pas la qualité et je n'apprécie pas. Je m'occupe du président du Sénégal, qui pour moi est un homme qui incarne très très bien le nouveau leadership dont l'Afrique a besoin. Je m'occupe du président de la République du Sénégal, M. Macky Sall, qui est en train de construire une trajectoire conquérante pour notre pays au regard des enjeux de justice sociale, d'épanouissement, de développement économique et de performance pour que notre pays continue à être le pays qu'il est, respecté de par le monde, pays qui fait envie avec une démocratie pacifiée et où des Sénégalais vivent heureux et en paix. Ceux qui sont dans la petite querelle, ce n'est pas notre culture, nous ne la cherchons pas et nous ne cherchons pas la petite bête. Un proche m'a soufflé que votre plus grand rêve est de devenir un jour maire de la Médina, que vous seriez même prêt à vous défaire d'un portefeuille ministériel rien que pour endosser ce manteau d'édile de la Médina. C'est vrai? Ce proche-là ne me connaît pas, absolument pas. Je ne peux pas faire des confidences de cette nature. Ce serait même illogique. Illogique. Non, ça c'est des bêtises. Vous ne rêvez pas de la mairie de la Médina? Vous ne rêvez pas de servir votre localité d'origine? Je la sers avec les moyens que j'ai et je pense être utile à cette localité. Je la sers en n'étant pas maire parce que j'aime ce quartier qui est un quartier de cœur. Je ne rêve pas de ces choses-là. Mes rêves portent sur autre chose. Mes rêves portent sur le paradis, mais pas sur ces choses-là. Seydou Gueye, je vous remercie d'avoir accepté cet échange ouvert. Votre dernier mot? Merci beaucoup Maïmouna, c'était un peu chaud parfois, en croisant peut-être nos regards qui ne sont pas forcément les mêmes, puisque nous nous regardons toujours dans la même direction. Mais je pense que ça a été un moment assez intéressant et utile. Et j'espère que les Sénégalais apprécieront et nous permettront
de faire mieux la prochaine fois. Mais en tout cas, merci pour votre convivialité et pour votre talent personnel de bonne intervieweuse. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous, chers amis téléspectateurs de la télévision DTV, de nous avoir accompagnés tout au long de ce tête-à-tête avec Seydou Gueye. On était en aparté avec le ministre porte-parole du gouvernement du Sénégal, porte-parole de l'Alliance pour la République. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur la télévision DTV. Nos programmes se poursuivent. Au revoir. Hear my thoughts in every note. Whoa, oh, oh.